Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est engagée dans l'action solidaire. Un appel de fonds est lancé pour mobiliser 150 millions de francs CFA. Le montant va servir à l'achèvement du temple Bethesda de Dabou, dont la première pierre a été posée en 1996. Le Premier ministre soutient cette initiative de mobilisation des ressources. Plusieurs membres du gouvernement dans le royaume baoulé, une délégation conduite par le ministre, directeur de cabinet du vice-président de la République Emmanuel Kofi Yaouitou. Ils ont rencontré dans Kwaku Diédé le nouveau roi, une rencontre pour présenter leur civilité au 14e souverain. Mobilisation des ressources pour le développement urbain durable. La Côte d'Ivoire signe une convention avec l'organisme onusien pour l'habitat. C'était à la première édition du Forum urbain africain à Addis Abeba en Éthiopie. Le ministre de la Construction, Bruno Nabadji Koné, a conduit la délégation ivoirienne à ses assises. Le Soudan rejette l'appel de l'ONU pour une force d'intervention impartiale. La diplomatie soudanaise a fermement contesté l'intégralité des recommandations du rapport du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le document propose un embargo sur les armes et la mise en place d'une force d'interposition. Après la Convention nationale, place à la solidarité. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire soutient les fidèles de Dabou dans l'achèvement de leur temple, un culte pour mobiliser 150 millions de francs CFA, une initiative soutenue par le Premier ministre Franck Ouadio. Le district de Dabou, mobilisé pour la construction du temple de Bethesda, 4000 places, dont la première pierre fut posée en 1996. L'appel de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est entendu par les fils et cadres de la région, au nombre desquels le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Mobiliser des fonds, mais surtout saluer la cohésion retrouvée au sein de la grande famille méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est donc une œuvre de tout le Léboutou. Cette réalité a été mise en veilleuse il y a 3 ans. L'esprit prophétique a réveillé l'esprit des bâtisseurs. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, par la voix de son premier responsable, le révérend Benjamin Boni, s'aligne sur la voie prônée par les Saintes Écritures, celle de l'évangélisation conditionnée par le respect des valeurs, de tolérance des autres et de solidarité. Nous sommes les témoins du Dieu créateur. Avançons en plein nous. Avançons. Que rien ne nous éloigne du chemin du Seigneur. Que chacun, là où il est, dans l'Église, au sein de la nation, joue sa partition. Le message a valeur d'action pour le chef du gouvernement qui, à la réalité, entretient une histoire particulière avec la ville de Dabou, ville de son enfance. Robert Begré-Mambé a donc offert la somme de 15 millions de francs CFA. Construire un temple pour la gloire de Dieu, c'est un sacerdoce. Parce que finalement, toutes les richesses viennent de Dieu et ce que nous avons, si on peut aider, il faut aider dans la mesure de nos capacités. Et nous le faisons dans l'esprit de la Côte d'Ivoire solidaire, tel que le président nous l'a enseigné et nous l'enseigne tous les jours. Donc ça a été un grand plaisir pour nous, un moment de partage intense et nous repartons très heureux de l'avoir fait. Notons que pour l'achèvement du temple Bethesda de l'église méthodiste de Dabou, 150 millions de francs CFA sont à mobiliser. Ils se sont mobilisés pour se rendre dans le royaume baoulé. Plusieurs membres du gouvernement étaient à Sakassou. Ils ont rendu des civilités au nouveau roi, Nana Kwaku Diédé. Une délégation conduite par le ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, Djeneba Ouattara, Kader Sogodougou. Une forte délégation composée de membres du gouvernement, du ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Banama, d'élus, de cadres de Sakassou et de membres de la Fédération ivoirienne de football en visite chez Sa Majesté Nana Kwaku Diédé, 14e roi des Baoulés, à la cour royale de Sakassou. Délégation conduite par le ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, fils de la localité. Visite intervenant à la faveur du match des éléphants de Côte d'Ivoire à Boaké, comptant pour le premier tour éliminatoire de la CAN Maroc 2025. Cité de paix ayant toujours porté chance à l'équipe ivoirienne et qui lui a permis de remporter un des matchs les plus importants qui allait conduire les éléphants sur le toit de l'Afrique.
Symbole de paix et d'unité nationale. Pour Emmanuel Kofi Aoutou, chef de délégation, ils sont venus présenter d'une part leur civilité au nouveau souverain et d'autre part, dans un esprit fédérateur et républicain, porté à la connaissance du roi de sa notabilité, que la Coupe d'Afrique des Nations est dans la région de Gbeke. La Coupe est effectivement là. Dès lors que la compétition a été remise en jeu, il y a des restrictions. La Coupe est chez le préfet. Et donc nous retenons que cette exigence de partage autour de cette victoire est également donc celle qui nous motive à rassembler autour du roi Nana Kwaku Diète II l'ensemble des 39 chefs de canton du royaume baoulé et ici même à Sakassou, les 29 chefs de tribus et les chefs des 172 villages auxquels se sont associés l'ensemble des communautés et les cadres pour venir montrer aux populations ici cette coupe-là qui est bien ici sous le sol du royaume de Baoulé. Le porte-parole de Sa Majesté Nana Kwaku Diète II traduit toute sa reconnaissance aux hôtes du jour. Monsieur le ministre, Sa Majesté Nana Kwaku Diète II me charge de vous transmettre ses remerciements pour toutes les dispositions que vous avez prises pour l'organisation pratique de cette cérémonie. Aoutou Kofi Emmanuel était accompagné des ministres Amadou Kone, Amédée Kofi Kwaku, Kofi Nguessa Nasseneba Touré, du ministre-gouverneur Jean-Claude Kwasi. Le nouveau chef a été intronisé le 17 juin 2024. La CEDEAO, en dehors de la politique, s'engage aussi dans la réalisation d'infrastructures au profit des populations. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest veut promouvoir cette idée auprès des citoyens des États membres, une mission qu'elle entend mener avec l'appui des médias audiovisuels de service public. Une rencontre vient justement de se tenir sur la question à Abuja, au Nigeria. Bahama Traoré. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, c'est le paradoxe d'une institution vieille de 49 ans et mal connue, du moins ses réalisations auprès des populations. Puis, elle se dit victime d'une campagne de désinformation depuis l'avènement des médias sociaux et voit ainsi son image écornée. L'option alors choisie par la commission de la CEDEAO afin de corriger une telle perception, c'est d'impliquer les chaînes de radio et de télévision étatiques des pays membres. La commission de la CEDEAO et les institutions de la CEDEAO travaillent pour l'intérêt général des citoyens de la communauté. Pour cela, il faut que tout le monde se mobilise et ensemble, on essaie de réaliser les attentes de la population. Les deux parties sont unanimes. Il faut concevoir et diffuser des programmes liés aux actions de la CEDEAO sur les antennes des médias de service public. Mais comment et avec quels moyens? 2 jours d'échange et de réflexion à Abuja au Nigeria, au siège de la CEDEAO, ont permis de définir les contours de cette collaboration. Chacun de nos pays, à un certain moment donné, a traversé une phase très critique. Et pendant ces périodes-là, nous avons vu la CEDEAO à côté des peuples pour quand même nous aider à surmonter ces crises. Raison pour laquelle je pense que c'est seulement rendre justice à la CEDEAO que de mettre en exergue les différentes réalisations de la CEDEAO. La CEDEAO n'est pas conçue pour que chacun travaille dans son coin, mais c'est dans un esprit d'échange, de partage et également de communion pour être beaucoup plus fort dans la sous-région. Donc il y a des acquis et ces acquis, nous devons les préserver. Il va être question d'établir vraiment une plateforme à travers laquelle toutes les télévisions vont intervenir en faisant des reportages sur les réalisations de la CEDEAO dans les pays respectifs pour que les populations sachent que ce n'est pas la CEDEAO des chefs d'État seulement, ce n'est pas la CEDEAO des crises post-électorales, ce n'est pas la CEDEAO des coups d'État, mais c'est la CEDEAO vraiment des peuples. Sur les 8 communautés économiques régionales que compte l'Afrique, la CEDEAO est considérée comme l'une des plus dynamiques en termes d'intégration économique. Quoique confrontée à des défis persistants tels que le terrorisme, les changements anticonstitutionnels et la sécurité alimentaire, l'institution peut se targuer d'acquis notables comme la résolution des conflits armés au Libéria et en Sierra Leone, l'instauration d'un passeport unique, la réalisation d'un câble sous-marin pour l'accès à l'Internet dans cette zone et la construction en cours de l'autoroute dit corridor Abidjan-Lagos afin d'améliorer la libre circulation des personnes et des biens. L'avènement de la monnaie unique, dite l'ECO, reste le plus grand challenge à relever par la CEDEAO pour son prochain cinquantenaire qui s'ouvre en 2025.
Et du Nigeria, je vous emmène maintenant en Éthiopie. Les Nations Unies soutiennent la politique de logement en Côte d'Ivoire. ONU Habitat et le gouvernement ont signé un protocole d'entente. Les deux parties se mettent ensemble afin de mobiliser des ressources pour le développement urbain durable dans le pays. Le ministre de la Construction, Bruno Nabagné-Kone, était à la première édition du Forum urbain africain à Addis Abeba. Jean-Luc Gbangbo. La signature de ce protocole d'entente entre ONU Habitat et le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme marque un tournant décisif dans la mobilisation des ressources au profit du développement urbain durable en Côte d'Ivoire. Les deux parties s'engagent à collaborer pour concevoir, mobiliser des financements et mettre en œuvre des projets et programmes d'urbanisation. Ce protocole d'entente est signé à l'occasion de la première édition du Forum urbain africain à Addis Abeba. Le ministre Bruno Kone, le chef de la délégation ivoirienne, a pris part à plusieurs sessions ministérielles, des rencontres B2B et des panels de haut niveau. Nos pays se développent et nous avons 53-54% de la population qui est urbaine. Et cela nécessite une prise en charge, cela nécessite un accompagnement spécifique. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'échanger avec nos collègues, nos homologues d'autres pays, entendre les expériences qui sont vécues ailleurs pour être plus efficaces dans cette gestion du développement urbain. Au cours de ces rencontres, le chef de la délégation ivoirienne a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de résilience urbaine, des acquis reconnus et salués par l'ensemble des organismes et pays présents à ce forum. Au-delà de ce qui est fait en Côte d'Ivoire, nous essayons de nous projeter au niveau africain à travers l'Alliance africaine des ministres en charge du développement urbain, qui a été d'ailleurs lancée à Abidjan. Et cette alliance a pour but surtout de nous rendre plus forts dans les missions qui nous sont confiées par nos États respectifs, d'avoir un dialogue qui soit mieux structuré et plus efficace avec les bailleurs, donc avec la communauté des bailleurs et avec toutes les entités à travers le monde. À la fin de 3 jours d'intenses travaux, auxquels ont participé quelques 1500 délégués, le ministre Bruno Kone et sa délégation se sont rendus dans le quartier de Bole-Bulbula où le gouvernement éthiopien développe un projet de 60 000 logements sociaux. Et dans le journal de 13h, la commissaire générale de la 3e édition du Salon des collectivités territoriales était au magazine du dimanche, un événement qui a pris fin hier samedi. Penda Dramera a fait le bilan de ce rendez-vous. Voici un extrait. C'est la seule plateforme pour l'instant qui réunit l'État central, les collectivités territoriales, les entreprises du secteur privé et public autour de sujets liés à la décentralisation, au développement local et à l'aménagement du territoire. Il y avait des partenaires, effectivement, sur le salon, tels que le PNUD. On avait des entreprises du secteur privé, telles que l'Ordre des géomètres. On avait aussi l'ANAGED, qui est l'entreprise nationale de gestion des déchets, qui les a vraiment accompagnés à vraiment, sur les 16 compétences qui leur ont été transmises, à avoir de l'avance sur la gestion de ce qui leur revient comme gestion de leur territoire. On a eu par jour 1500 visiteurs, alors qu'on n'avait même pas 500 visiteurs sur la première édition. Donc, pour moi, c'est une réussite. Il y a 16 compétences qui ont été transférées par l'État de Côte d'Ivoire aux collectivités territoriales, dont l'aménagement du territoire, l'éducation, la gestion de l'hydraulique. Ça fait beaucoup de compétences que je ne pourrais pas malheureusement citer et qui se retrouvent en porte-à-faux avec la gestion de certains ministères. Donc le Salon des collectivités territoriales, comme je l'ai dit tantôt, met sur la même plateforme de discussion et d'échange les collectivités et l'État central, afin que ces ministères et les collectivités, petit à petit, la décentralisation est un long processus, petit à petit, puissent, avec le plan national de développement, se coordonner pour qu'il y ait une réelle cohésion sur le développement des collectivités territoriales, mais aussi que les compétences puissent être transférées au fur et à mesure avec les ressources humaines, mais aussi les ressources financières qui vont avec. Alors maintenant, dans le centre du pays, les enfants se mettent au travail à l'école. Ils ont obtenu de bons résultats. Le prix d'excellence du district autonome des Lacs les récompense donc. 7 élèves, tous des majors aux examens à grand tirage, ont été distingués. Ils sont exhortés à poursuivre sur cette voie de l'excellence. Léon Brou.
Un ordinateur portable, un diplôme, un trophée et une enveloppe de composition du prix d'excellence Raymond Ogoudou Kofi remis à ces 3 bacheliers, les majors du district autonome des Lacs. Les meilleurs BEPC et CEPE reçoivent quant à elles une tablette, un diplôme et une enveloppe à chacun de ces 5 majors aux examens à grand tirage dans le district autonome des Lacs. Le parrain du prix d'excellence Raymond Ogoudou Kofi, du nom de la ministre-gouverneur, offre un appui scolaire de 100 000 francs CFA, de quoi aborder sereinement la rentrée scolaire. L'ordinateur, directement, il va faciliter mon travail à l'université. Et puis, l'argent va beaucoup aider mes parents à pouvoir payer mes fournitures. Il est à sa 3e édition et totalise 23 lauréats. Le prix d'excellence de la ministre-gouverneur du district autonome des Lacs milite pour la saine émulation en milieu scolaire. Son initiateur le situe dans le prolongement de l'excellence prônée par le chef de l'État. Le président de la République a instauré le prix national de l'excellence qui prime les différents talents dans les différents secteurs d'activité. Et lorsque nous avons été nommés, nous avons pensé que ce serait également bien que nous puissions primer nos meilleurs élèves des examens à grand tirage au niveau du district autonome des Lacs. Et au fur et à mesure des résultats, nos enfants travaillent de mieux en mieux et nous pensons que ces prix boostent aussi bien les enfants, mais encouragent également les parents. Associés à l'édition 2024 du prix d'excellence Raymond Ogoudou Kofi, les 2 vice-majors au CEPE, question de promotion du genre, oblige. Une autre distinction avec le même objectif, créer et susciter l'émulation au sein de la grande famille de la fonction publique. C'est le sens des awards qui, depuis 2 ans, récompense le mérite des meilleurs agents. La 3e édition aura lieu le 29 novembre. Le ministère de la fonction publique annonce des innovations. Franck Quadio, Richard Vao. Awards de la fonction publique, lancé en 2022, le couvert est remis pour une 3e édition. L'édition 2024, le 29 novembre prochain, avec quelques innovations annoncées par le directeur au nom du ministre d'État Anne-Désiré Oloto face à la presse. Il y a une nouvelle catégorie qui a été créée. C'est la catégorie qui va récompenser le meilleur sous-directeur et assimilé. Donc il y a le maillon sous-directeur qui n'était pas pris en compte. Concernant les critères d'évaluation, ils ont fait également l'objet d'une révision. Une révision tournée vers le digital et qui implique les collectivités. Pour cette édition 2024, les préfets des régions, les supérieurs hiérarchiques des agents, de même que les collègues des agents, pourront faire des évaluations en ligne sur la base d'un formulaire disponible dans leur espace fonctionnel. Contrairement à l'édition dernière, où le meilleur agent avait été désigné uniquement par le choix de son supérieur hiérarchique, pour cette édition 2024, c'est l'ensemble du personnel issu des services et unités administratives qui participeront au choix du meilleur agent de la fonction publique par un mécanisme de vote en ligne et sur la base d'une pondération élaborée par le comité scientifique. L'ambition du ministère de la fonction publique est ainsi déterminée, la transparence dans le choix des nominés. Un processus qui obéit à plusieurs étapes. Le processus de sélection se déroulera conformément aux étapes suivantes. Mise en ligne des formulaires d'évaluation pour toutes les catégories, c'est-à-dire les 4 catégories, dès ce lundi 9 septembre 2024 à partir de 7h GMT. Étape suivante, la collecte, l'analyse et le traitement des données, puis la délibération suivie de la validation finale, seront primés le meilleur DRH ainsi que le meilleur directeur régional de la fonction publique, sans oublier le meilleur agent. Le tout sur des critères qui restent les mêmes, le leadership, la créativité, l'engagement, la discipline et la disponibilité. Et retournons sur ce document. Elles sont nombreuses à adorer le pain baoulé et ses multiples motifs particulièrement attrayants, une fierté nationale. D'ailleurs, en 2023, il a été labellisé avec le label. L'indication géographique est protégée et le pain peut voir son prix doubler sur le marché international. Mais encore faut-il respecter un cahier de charges, notamment assurer la qualité et en faire la promotion. Finalement, la question, c'est de savoir comment passer de la labellisation du pain baoulé à sa valorisation. C'est un reportage de Victorine Yaroyoboué.
« 27 juillet 2023, Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody. Le ministre du Commerce et de l'Industrie reçoit demain du directeur général de l'Office africain de la propriété intellectuelle OAPI le certificat de labellisation du pain baoulé. L'enregistrement de l'indication géographique protégée pain baoulé du Côte d'Ivoire. Dans un contexte de mondialisation des économies et de libéralisation du commerce international, il nous faut exploiter judicieusement tous les outils à notre portée afin de conférer à ces produits un avantage compétitif indispensable pour conquérir et se maintenir sur le marché international. Belle victoire pour la Côte d'Ivoire et les artisans tisserands qui ont su rendre vivace cet important pan du patrimoine culturel ivoirien. Nouveau défi, et non des moindres, valoriser le label du pain baoulé. Aujourd'hui, on peut avoir plusieurs motifs à travers le monde, donc des copies des motifs du pain baoulé. Mais grâce à ce processus que nous venons de conduire, on a des arguments juridiques pour revendiquer la pleine propriété donc, de ces motifs-là pour les producteurs, pour les artisans de ce secteur d'activité-là. On a pu créer ce que nous appelons un organe de défense et de gestion de l'indication géographique, qui est une forme de coopérative qui regroupe l'ensemble des artisans de la zone couverte donc, par cette IG-là, pour avoir une synergie d'action qui peut conduire naturellement à une meilleure qualité ou à la préservation de la qualité du produit. Une coopérative des tisserands est effectivement mise en place et se fait remarquer au Tchindon Festival 2024 du peuple Gomi par la qualité des pains exposés. Là-bas, c'est 20 000 francs, mais là, ça fait 50 000. D'abord, il y a ton motif et puis il y a la valeur du pain aussi. Pain baoulé, accepté au niveau de l'IGP, il doit respecter ces différents caractères qui sont de cotopain qui est à la finition de tout pain baoulé, qui ne déteigne pas. Pour les femmes, dans une longueur de 180 mètres sur 1,20 m. Les gros pains, ils font 3,50 m sur 2 mètres. Une année après sa mise en place, très peu de tisserands ont adhéré à la coopérative IGP Pain Baoulé sur les 6 000 recensés dans la zone de l'indication géographique protégée du pain baoulé, couvrant le district des Lacs, les régions du Bélier et du Béquet. Chose pourtant nécessaire pour l'observance des normes de qualité imposées par la certification du pain baoulé. Autre difficulté, la mauvaise qualité des intrants. Il y a du polyester qui est dans le coton que nous utilisons. Le polyester nous empêche de mieux fixer la teinture. Et donc, nous appelons vraiment l'État à pouvoir nous trouver des usines de production dans notre pays afin que nous puissions produire le pain baoulé qui fait la fierté de notre pays. Absence de packaging pour la présentation du produit, pas de contrôle sur la qualité et la disponibilité des intrants. Difficile donc, dans ces conditions, d'accéder au marché international. Si on s'arrête au stade où nous sommes aujourd'hui, on n'aura rien fait en réalité. Pour qu'on sente qu'on a fait un travail qui profite à la Côte d'Ivoire et aux populations, il faut que le label soit valorisé. De telle sorte que demain, le pain baoulé, en fonction des dimensions qui coûterait aujourd'hui autour de 80 000 francs, on puisse le vendre sur le marché national et international à un prix qui est doublé ou triplé. À ce moment-là, nous, au niveau de l'EIPI, et je pense que ça sera aussi valable pour l'ensemble des acteurs, on pourra se dire enfin, on a atteint nos objectifs. Les tisserands ont prouvé leur savoir-faire ancestral du pain baoulé. Reste à travailler sur les autres segments de la chaîne de valeur pour garantir la qualité du produit. C'est le seul moyen d'imposer le label IGP Pain Baoulé et de permettre aux artisans tisserands de vivre véritablement de leur métier. Le pain baoulé, de la labellisation à sa valorisation, un reportage de Victorine Yaoyobwe. Dans l'actualité politique ce soir, la coordination RHDP de la région de la Nawa a installé ce samedi. L'équipe est donc chargée de remobiliser les militants, notamment à l'approche de 2025. Patricia Omouetia. Mobilisation exceptionnelle des fils de la Nawa venus manifester leur adhésion aux valeurs du RHDP. Le maire sénateur de Soubré a rassuré le directoire du parti dans la Nawa pour une plus grande mobilisation des militants dans la région.
Selon lui, les militants sont prêts à investir le terrain pour faire enrôler le plus de militants possible et garantir la victoire du RHDP. Le coordonnateur principal pour la région de la Nawa, Richard Dombaï, a présenté le plan de maillage mis en place dans les 4 départements de la région de la Nawa. Le RHDP dans la Nawa est la première force politique et elle a su le démontrer. Nous allons encore le faire et nos militants sont conscients qu'il y a un travail de terrain, un travail minutieux à faire pour que non seulement les militants mais aussi les sympathisants du RHDP soient avec nous en 2025. Les ministres Touré Mamadou et Anoblé Félix exhortent à travailler ardemment pour faire triompher le RHDP dans la Nawa. Pour nous, cela est extrêmement important. Vous savez, il y a la révision de la liste électorale dans quelques semaines. D'ailleurs, le parti en ordre de marche pour se faire donc dans la Nawa. Mais ça veut dire que nous sommes dans une bonne dynamique et qui doit se poursuivre. Et l'engagement qui a été pris par le coordinateur principal et l'ensemble des militants, c'est de faire gagner le candidat du RHDP, le président Alassane Ouattara, dès le premier tour, ici dans la Nawa, en 2025. Ils invitent les militants à soutenir Alain Richard Dombaï et à inscrire les actions du parti dans la discipline et la cohésion sociale. Ici, dans la capitale économique, le port autonome d'Abidjan reçoit un bateau plus long que d'habitude. Un navire de 230 mètres, de l'accostage au quai à la manutention. Les professionnels du terminal ont réussi les opérations portuaires. Tout s'est déroulé de manière remarquable. Vous allez le voir, l'opérateur Cultura qui supervise l'opération est satisfait. Didier Nguessan. Port autonome d'Abidjan. Le terminal vraquier reçoit un navire minéralier baptisé Cape Kourion. La particularité de ce bateau est sa longueur, 230 mètres contre 200 mètres en moyenne pour les navires qui accostent régulièrement à ce terminal. À engin exceptionnel, disposition exceptionnelle pour son déchargement. Nous avons allégé quasiment 14 000 à 15 000 tonnes au niveau de ce mouillage par le biais de barges qui faisaient l'aller-retour entre le quai et ce quai flottant. Et puis par la suite, le navire a été accosté. Vu sa longueur, il aurait été difficile de pouvoir utiliser les grues existantes pour décharger le navire sans qu'on utilise une manœuvre spéciale qu'on appelle le tribord, qui consiste en fait à mettre la queue du navire sur le côté gauche. Et donc c'est une double première finalement, puisque c'est le plus grand navire ayant jamais accosté en Côte d'Ivoire, mais en plus il l'a fait en faisant une manœuvre particulière, ce qui dénote à la fois de l'importance des investissements et de la maîtrise des équipes locales qui disposent de toutes les compétences requises pour faire des manœuvres de haut vol. Avec ses 75 000 tonnes, soit 25% de contenance supplémentaire, ce bateau rempli de clinker, la matière première du ciment, est déchargé grâce à ses grues portuaires. La marchandise est ensuite transportée dans ces camions-bennes. Le processus orchestré est rendu possible grâce à l'importante logistique du port d'Abidjan qui permet de faire des économies d'échelle. Aujourd'hui, pouvoir acheminer des navires de grande contenance, ça veut dire que nous pouvons être plus compétitifs. C'est donner aux opérateurs privés la possibilité d'être plus concurrentiels, plus forts, et donc la possibilité de réduire mécaniquement potentiellement les prix de leurs produits, puisqu'ils peuvent réaliser des économies d'échelle importantes. Rien n'aurait été possible sans qu'il y ait eu les investissements et les ressources nécessaires au niveau du port autonome d'Abidjan et au niveau du terminal vraquier d'Abidjan. Le groupe spécialisé dans l'expédition portuaire annonce l'arrivée très prochaine d'un navire long de 300 mètres dans les eaux ivoiriennes. Et en culture, en fin de Variétoscope 2024, une aubaine pour les jeunes talents venus de plusieurs communes. La finale, c'était hier au Palais de la Culture, le 13 juillet, la 25e édition remportée par Génération FR de Koumassi. Cette émission des vacances a rassemblé un public en effervescence. Yves Niazalé, Victorine Yaoyoboué, Hucharblé. Atmosphère électrique ce samedi à l'apothéose de Variétoscope 2024. Le public qui a eu du mal à contenir dans la salle Anoumabo du Palais de la Culture, littéralement conquis par les chorégraphies des 5 groupes en lice. Oui, c'est la meilleure équipe, ils vont gagner. Vraiment, bonne ambiance, c'est la Côte qui gagne. On est là, on a tué, on va partir avec la boue. Je supporte l'équipe Andy Lodi
Dubois. Je suis tellement heureuse d'être venue. L'eau du bois est là. Merci beaucoup. Au bout de 4 heures d'une finale très serrée, le groupe Génération Françoise Remarque de Koumassi ravit le jury par son jeu scénique et ses décors époustouflants. Je tiens à féliciter tous les finalistes parce que finalement ça s'est joué à peut-être pas grand-chose et vraiment merci au jury parce que le travail n'a pas dû être simple pour choisir le meilleur. Et bien sûr, je tiens à féliciter Koumassi. Koumassi et sa jeunesse, Koumassi et sa culture, Koumassi et ses talents. Nous n'allons pas décevoir Madame la ministre, qui est notre marraine, qui est la marraine de ce groupe. Nous allons continuer à travailler de telle sorte que les années à venir, nous puissions toujours porter haut le flambeau de la commune de Koumassi. Pour le maire que je suis un maire joyeux. Les vainqueurs de la 25e édition de Variétoscope repartent avec 5 millions de francs CFA, accompagnés de plusieurs autres lots. Voici maintenant le reste de l'actualité. C'est la revue de la semaine écoulée, des points forts qui ont marqué l'information dans le monde. C'est ce que nous allons voir dans le 7 sur 7 avec Souleymane Doni Songou. Une tentative d'évasion à la prison de Makala, la plus grande prison de Kinshasa, en République démocratique du Congo, a viré au drame. Laissant 129 morts, dont 24 abattus après des tirs de sommation, selon le ministre de l'Intérieur. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a déclaré que des enquêtes sont en cours pour identifier les responsables de cette tentative d'évasion. Le chef de file de l'opposition ougandaise, Bobi Wine, a reçu une balle dans la jambe lors d'une confrontation avec la police mardi à la sortie de la capitale Kampala et a été gravement blessé, selon une déclaration de son parti politique. La police ougandaise a déclaré dans un communiqué qu'il avait été déconseillé à M. Wine d'organiser une procession dans les rues. Vinicius Junior, Rodri, Jude Bellingham et Kylian Mbappé, ces joueurs font du Real de Madrid le club le mieux représenté sur la liste des nominés pour le Ballon d'Or 2024, publiée mercredi. Au total, 30 joueurs tenteront de succéder à l'inépuisable Lionel Messi, vainqueur de l'édition 2023 et recordman de victoires avec 8 trophées, qui n'est d'ailleurs pas en lice. Un incendie destructeur a ravagé jeudi le dortoir de l'école primaire Hillside Ndarasha à Nyeri, au Kenya. Le bilan est lourd. 18 élèves ont perdu la vie et 27 autres gravement brûlés. Promettant que des mesures seront prises contre les responsables, le président William Ruto a décrété 3 jours de deuil pendant lesquels les drapeaux seront en berne à la mémoire des enfants disparus. La riposte est en marche contre l'épidémie de Mpox qui touche 12 pays sur le continent. Vendredi, le Centre africain des contrôles et des préventions des maladies et l'Organisation mondiale de la santé ont lancé le plan de riposte. Il intervient 3 semaines après que l'OMS a déclaré la vague de contamination au Mpox en Afrique comme une urgence mondiale. Environ 24 millions d'électeurs algériens sont appelés aux urnes samedi pour une présidentielle dont le favori est le chef de l'État sortant, Abdelmadjid Tebboune. La fermeture des bureaux de vote a connu un retard d'1 heure pour un scrutin dont le principal enjeu réside dans le taux de participation. Dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à ce dimanche, la diplomatie soudanaise conteste l'intégralité des recommandations du rapport du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui préconise un embargo sur les armes et la mise en place d'une force d'interposition. Et ajoutons en Algérie que Abdelmadjid Tebboune remporte l'élection présidentielle avec 94% des voix. Les résultats rendus ce dimanche, le président sortant entame donc un nouveau mandat à la tête de l'Algérie. Voici ce qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h ce soir. Le sage nous apprend que défricher la parcelle ne finit pas au premier coup de dabat. Je vous souhaite donc une fructueuse semaine.